J'ai couru dans le couloir de l'école, en larmes, tandis que j'entendais mes camarades de classe rire et crier « Stupide, stupide !» Mon Dieu, arrêtez, taisez-vous! En volant dans la dernière cabine, j'ai claqué la porte et me suis lentement assise par terre. Combien de temps cela peut-il durer? Il me déteste! Ce n'a pas toujours été comme ça. Ma vie ressemblait à un conte de fées. Ma mère et moi vivions dans un petit village et nous passions souvent du temps dans la nature. J'avais beaucoup d'amis à l'école et je ne me suis jamais sentie différente. Mais un jour, ma mère n'est pas rentrée du travail à l'heure habituelle. Je pensais qu'elle était allée se promener dans les bois sans moi, mais le soir, elle n'était pas revenue et je commençais à m'inquiéter. Où est maman? Et puis, une sirène a été entendue à l'extérieur. La police est sortie de la voiture et a dit « Ma mère est morte dans un accident de voiture. » Mon monde entier s'est effondré en un instant. Je me suis effondrée, épuisée sur le sol et j'ai pleuré, sentant mes organes se rétrécir. Ce n'est pas possible. Maman! Bientôt, j'ai été recueillie par la sœur de ma mère, tante Élise. Elle avait déjà 3 enfants, Marc, un petit garçon de mon âge, Erika, qui était déjà à l'université, et Lyra, la plus jeune, qui venait de commencer l'école. J'avais espéré que parler avec mes cousins m'aiderait à surmonter la mort de ma mère. Mais au premier dîner, c'était comme si tout le monde parlait dans une autre langue. Je ne comprenais pas un mot de ce qu'ils disaient. Et quand je n'en pouvais plus, je leur ai demandé de quoi ils parlaient. À ce moment-là, tout le monde me fixait. Leurs regards m'ont donné envie de tomber par terre. Erika, ma grande cousine, a répondu lentement, comme un enfant, qu'il s'agissait de la transmutation des noyaux atomiques. Comment peut-on ignorer des choses aussi élémentaires? J'ai senti mes joues rougir. J'ai soudainement pensé que j'étais si stupide. Alors je suis restée silencieuse pour le reste de la journée. Le lendemain, je suis allée à l'école avec Marc. J'étais morte d'inquiétude, car je savais que l'école n'enseignait qu'aux enfants surdoués. Mes cousins étaient très intelligents. Mais si tout le monde à l'école était comme ça, je me suis assise au fond en espérant que le professeur ne me remarquerait pas et ne m'appellerait pas au tableau. Mais quand elle a appelé mon nom de famille, mon cœur a sauté un battement. Pas encore. Les jambes raides, je me suis dirigée vers le tableau noir et j'ai fixé l'équation avec erreur. Je ne connaissais rien aux maths, j'avais toujours détesté ça, et maintenant je venais devant la classe. J'avais littéralement envie de tomber par terre. Le professeur, qui ne pouvait pas le supporter, a commencé à me gronder. « Tu ne sais pas résoudre un problème élémentaire? Quelle honte !» Je suis retournée à ma place avec un 0 dans mon agenda et des joues enflammées. Mon Dieu, comme j'avais honte! Tous mes camarades de classe me regardaient avec mépris. Et à la récréation, ils, menés par le cousin Marc, m'ont soudainement entourée et souriant avec insolence, m'ont demandé « Es-tu la plus stupide de ta famille? Ou fais-tu juste semblant ?» Ces mots m'ont fait monter les larmes aux yeux. J'ai immédiatement bousculé mes camarades de classe et j'ai couru hors de l'école. Toute la journée, j'ai marché dans les parcs de la ville et j'ai pensé à ma mère. Nous étions si bien ensemble. Elle était toujours là pour moi et elle ne m'a certainement pas traité de stupide. Je ne suis rentrée que tard dans la nuit. Tante Élise m'a accueillie à la porte et s'est immédiatement mise à hurler. Non seulement je suis une mauvaise élève, mais je sèche mes cours. Je voulais trouver des excuses et penser à quelque chose, mais ma tante était inflexible. Elle m'a punie en m'interdisant de regarder la télé ou de lire autre chose que les manuels, jusqu'à ce que j'aie de meilleures notes. Mais surtout, on m'interdisait de promener. Et c'était mon seul exutoire. J'étais désespérée. Ne pouvait-elle pas voir que je n'étais pas bonne à l'école? Je ne suis pas aussi intelligente que mes cousins. Le lendemain à l'école, le cauchemar s'est répété. Mais cette fois, tout le monde criait que j'étais stupide et il n'hésitait pas à me montrer du doigt. Je me suis cachée dans la cabine de la salle de bain et j'ai pleuré. Combien de temps cela peut-il durer? Je n'en peux plus. Maman, où es-tu? Les choses étaient différentes quand elle était en vie. J'ai essuyé les larmes. Ma mère ne pleurait certainement pas s'il était à ma place. Elle allait leur prouver qu'ils avaient tous tort. Et je prouverai que je ne suis pas du tout stupide. Je suis sortie de la cabine et je suis allée à la bibliothèque. J'avais besoin d'une réponse à une question. Comment devient-on intelligent en peu de temps? Je suis restée assise à la bibliothèque jusqu'au soir, mais je n'ai rien trouvé. Mes yeux étaient déjà douloureux à cause de la tension, mais je n'ai pas abandonné. Je ne pouvais pas partir sans rien. Et puis mes yeux sont tombés sur un manuel de botanique. Ma mère adorait les plantes. Elle me parlait toujours de leurs propriétés médicinales. Une fois, alors que nous nous promenions près d'une rivière, elle m'a montré une fleur aux pétales bleus et m'a dit qu'elle améliorait la mémoire et augmentait l'activité cérébrale. Stop! C'est ce dont j'ai besoin. J'ai pris mon sac à dos et je me suis immédiatement précipitée à la maison. Ma tante m'a demandé sévèrement où j'étais allée si tard. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai dégluti et essayé d'afficher un visage serein. À la bibliothèque, je fais mes devoirs de mathématiques. Elle a hoché la tête et j'ai saisi l'occasion.
Tante Élise, je peux aller au village demain? Je dois ramasser le reste de mes manuels pour pouvoir m'améliorer dans d'autres matières. Ma tante m'a regardé attentivement et j'ai cru qu'elle allait dire non. Puis, elle a soupiré. Ainsi soit-il, mais juste pour les livres, et directement à la maison. J'ai souri de mes 32 dents. Bingo! Ce matin déjà, je grimpais près de la rivière à la recherche de la plante chérie aux pétales bleus. Où était-ce? Après une demi-heure de recherche, j'étais déjà désespérée quand soudain, je suis tombée sur une clairière entière de fleurs bleues. Je ne pourrais pas être plus heureuse. J'allais enfin être intelligente. J'ai immédiatement cueilli d'autres fleurs et je suis rentrée chez moi. Tenez bon les cousins, vous découvrirez bientôt lequel d'entre nous est vraiment stupide. Le soir, je séchais les plantes et mangeais quelques pétales. Presque immédiatement, j'ai eu l'impression que penser devenait plus facile. Avec un sourire satisfait, je me suis assise devant mes livres et j'ai immédiatement essayé de résoudre le même problème pour lequel le professeur m'avait donné un 0. Mais en fait, c'était vraiment facile. Je l'ai résolu en 2 minutes et j'étais ravie. La fin de ma misère, maintenant, je suis intelligente. Le lendemain, en cours de mathématiques, j'ai été appelée au tableau. Marc, mon cousin, a dit de façon sarcastique qu'il y aurait un moment d'embarras, mais j'avais confiance en mes capacités grâce à la plante et j'ai immédiatement résolu le problème. Le professeur a immédiatement souri. J'avais enfin ma tête. Et mes camarades de classe me regardaient avec leur bouche ouverte. À la récréation, ils se pressaient autour de moi, me demandant comment j'avais réussi à rattraper le programme si rapidement. Mais je ricanais. En fait, j'ai toujours été intelligente. Vous n'avez juste pas remarqué. À partir de ce moment-là, j'ai mangé la plante tous les soirs et mes notes à l'école se sont améliorées. Bientôt, j'ai dépassé même mes cousins et discutais tranquillement de physique avec eux au dîner. Tante Élise était fière et heureuse que sa nièce ait enfin trouvé ses esprits. Mais mes cousins continuaient à me regarder avec une sorte de méfiance. Peu importe, ils ne comprendront jamais pourquoi je suis plus intelligente qu'eux de toute façon. Même si je devenais intelligente. Mes examens approchaient et j'ai immédiatement commencé à m'inquiéter. Et si l'effet des plans ne fonctionnait plus et que je ratais mes examens? Cette pensée m'a donné des frissons. Je devais m'en sortir car tout le monde allait encore se moquer de moi. Je ne veux pas avoir à refaire une année. Je suis donc retournée dans ma chambre le soir et j'ai immédiatement récupéré les fleurs, décidant de prendre une plus grande dose. Mais alors, Lyra, ma plus jeune cousine, a fait irruption dans la pièce. Elle s'est figée, me voyant sur le point de manger une plante étrange. J'ai chuchoté d'horreur pour la faire taire, mais alors Lyra a crié « Maman, Tessa mange quelque chose de bizarre !» À ces cris, une tante Élise en colère est entrée en courant et m'a immédiatement pris toutes les plantes en disant qu'elle allait d'abord les étudier et ensuite les rendre. Et si c'était quelque chose d'interdit? Lorsque j'ai affirmé que c'était juste pour la fraîcheur de mon haleine, elle a simplement fait un signe de la main. J'étais désespérée. Mes notes à l'école immédiatement commençaient à se détériorer et j'ai remarqué que ma mémoire n'était plus la même. Et l'examen n'était que dans quelques jours. Je devais penser à quelque chose. La nuit avant l'examen, j'ai pris ma décision. Je devais voler les fleurs. Alors, pendant que ma tante était dans la cuisine, je me suis faufilée discrètement dans sa chambre. Où pourrait-elle cacher les plantes? J'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'à la table de nuit et je l'ai ouverte. Ça grince doucement. Bon sang, pour que personne n'entende. J'ai repoussé les papiers qui traînaient là et alléluia, des plantes. Sans perdre une minute, j'ai tout mangé d'un coup et je me suis immédiatement sentie à l'aise. Maintenant, je n'avais plus à me soucier des examens. Mais alors, soudainement, une douleur aiguë a transpercé mon estomac. Je me suis pliée en deux. Ma respiration devenait plus difficile à chaque seconde. Mon Dieu, je dois aller à la cuisine. J'ai rampé hors de la chambre en serrant mon estomac. Il ne restait plus qu'un peu de chemin à parcourir. Mais soudain, la douleur est devenue insupportable. J'ai crié, mes yeux se sont embrouillés. La seconde suivante, je me suis évanouie. Je me suis réveillée à l'hôpital. Il y avait des IV suspendus au-dessus de moi, des instruments qui bipaient, et ma bouche était sèche. J'ai tourné la tête et j'ai vu tante Élise. Elle était pâle, plutôt comme un fantôme. Ma tante m'a demandé tranquillement pourquoi j'avais décidé de me tuer. C'était à cause de ma mère? Mais j'ai arrondi mes yeux. Quoi? Se suicider? Je voulais juste être plus intelligente. La plante était la seule raison pour laquelle que j'avais des bonnes notes. Sans cela, je serais encore la plus stupide. Ma tante m'a regardée pendant un moment, puis elle a ri tristement. Qu'est-ce qu'elle a? Ma tante m'a dit que la plante ne servait à rien. Au contraire, elle était extrêmement toxique. Et comme je l'ai pris à petite dose, rien ne s'est passé. Mais quand je l'ai mangé toutes les fleurs d'un coup, mon corps n'a pas pu les supporter. J'ai eu des sueurs froides. Mon Dieu, c'est affreux. Est-ce que je m'empoisonnais délibérément? Mais cela ne veut-il pas dire que les plantes n'ont joué un rôle? Suis-je devenue intelligente toute seule? Ma tante a souri. Tu es devenue intelligente grâce à l'effort et à la confiance. Après ces mots, elle m'a serré
chaleureusement dans ses bras et pour la première fois depuis la mort de ma mère, je me suis sentie aimée. Après ma sortie de l'hôpital, je suis allée passer mes examens. J'ai eu des 20 sur 20 dans toutes mes matières. J'ai compris que pour atteindre votre objectif, vous devez faire des efforts et ne pas vous fier à une pilule magique qui résoudra tous vos problèmes. Après tout, la connaissance représente beaucoup de travail. Vous avez aimé la vidéo? Inscrivez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci! Je n'arrivais pas à croire que je pouvais voir à nouveau. Tout était si clair. Ma mère, assise au volant, m'a joyeusement demandé si j'aimais mes nouveaux cyberyeux. Si j'aimais? J'étais ravie. Merci maman. J'ai même été encouragée par notre déménagement forcé dans une autre ville. Une nouvelle vie allait commencer. Mais alors j'ai entendu un crissement de pneus. Une voiture s'est retrouvée sur la voie en sens inverse et je me suis évanouie. Je me suis réveillée dans une pièce lumineuse. Ma tête craquait, des appareils faisaient du bruit autour de moi. Où étais-je? Et ensuite, le docteur est entré. C'était donc un hôpital? Je me suis tendue, essayant de me rappeler de ce qui s'était passé. Attendez. Où est ma mère? Le médecin a hésité un peu, puis a dit doucement qu'il était aux soins intensifs, dans un état grave. Quoi? Quels soins intensifs? Ce n'est pas possible, maman! Le médecin soupira. Si le coupable de l'accident ne s'était pas enfui et avait apporté les premiers soins, tout aurait été différent. Et maintenant, nous ne pouvions qu'espérer qu'elle survive. Le désespoir m'a consumé. J'ai sauté du lit et j'ai immédiatement couru vers ma mère. Mais soudain, je me suis sentie étourdie et j'ai failli tomber. Mais le médecin m'a immédiatement relevée en disant que j'avais besoin de repos, car, après l'accident, mon état n'était peut-être pas stable. Et d'autant plus que, de toute façon, personne n'était autorisé à entrer dans l'unité de soins intensifs. Il m'a ramenée dans la chambre et je me suis assise épuisée sur le lit. J'avais peur, c'était comme il y a 8 ans. Nous partions en vacances en famille et soudain nous avons été coupés par un conducteur ivre. J'ai eu une blessure au crâne et j'ai perdu la vue à cause de ça. Et papa n'a pas survécu. J'étais très triste pour lui et cet aveuglement, mon monde entier était plongé dans l'obscurité. Je dû apprendre le braille et utiliser une canne. Si ma mère n'avait pas été là, je n'aurais pas survécu tout ça. Elle m'a traînée chez les médecins, mais en vain. Et puis, 8 ans plus tard, ma mère a appris l'existence d'une nouvelle technologie. Des cyberyeux électroniques qui se connectent au cortex du cerveau et lui permettent de voir tout. Comme une caméra vidéo et un projecteur. J'étais si heureuse, mais l'opération a coûté beaucoup d'argent. Ma mère a eu 3 boulots pour gagner de l'argent pour mes nouveaux yeux, mais les économies n'étaient toujours pas suffisantes. Et après quelques semaines, l'expérience était terminée. Il ne restait qu'une seule option. Vendre tous nos biens et notre maison. C'est ce que nous avons fait et c'est pourquoi nous avons dû déménager dans une ville rurale et acheter une toute petite maison pour une somme minuscule. Donc, il y a juste un mois, je me suis fait opérer. Maintenant, j'avais des yeux superbes. Je pouvais voir à de grandes distances, même dans l'obscurité. Ma vision était 100 fois meilleure qu'avant l'accident. Je pensais que j'allais commencer une nouvelle vie, mais maintenant, la seule personne qui m'était chère, ma mère, était en train de mourir. Le claquement d'une porte m'a sorti de ma rêverie. Le médecin est entré dans la pièce et j'ai été figée par le suspense. Qu'est-ce qui n'allait pas avec ma maman? Le médecin est resté silencieux, mais a finalement expiré et annoncé qu'il était décédé. J'étais abasourdie et j'avais follement envie de pleurer, mais je sentais que, hélas, il n'y avait pas de larmes dans mes cyberyeux. C'était fini. Une nouvelle vie, mais j'ai fini par m'y retrouver toute seule. Une semaine plus tard, je suis sortie de l'hôpital et j'ai été envoyée dans un orphelinat, malgré le fait que je n'étais qu'à 3 mois de ma majorité. J'ai pensé à ma mère pendant tout le trajet, sachant que je ne pourrais pas être heureuse sans elle. À mon arrivée à l'orphelinat, les voisins me regardaient attentivement pendant que je dépliais ma valise. Puis, l'un d'eux a brusquement jeté mes affaires en sifflant qu'il n'aimait pas les nouveaux ici. Avant, j'aurais été en colère, mais maintenant je m'en fichais. Mais les voisins n'étaient pas satisfaits de cela. Le soir, ils ont jeté mes affaires sur le placard et ont dit avec colère que j'avais vécu avec mes parents toute ma vie et que je n'avais rien à voir avec eux, des orphelins. J'ai essayé d'éviter les filles et de me taire, mais elles ont décidé de me forcer à sortir à tout prix. Et le lendemain, elles m'ont poussée dans une cabine de toilette. Je suis restée assise là pendant 3 heures jusqu'à ce que la femme de ménage me laisse sortir. J'ai eu tellement mal. La nuit, je pleurais sans larmes et je haïssais de plus en plus le coupable de l'accident. J'ai commencé à mal étudier, surtout en mathématiques. En classe, je n'écoutais pas le jeune professeur, Monsieur Hobbs. Je ne pensais qu'à ma mère. Un jour, après la classe, il m'a gentiment demandé si j'avais besoin d'aide. Mais je lui ai répondu que s'il ne pouvait pas retrouver mes parents, il ne pouvait pas m'aider.
J'étais inconsolable. 2 semaines plus tard, en faisant le tri, je suis soudain tombée sur une photo de famille. Sur celle-ci, nous sourions joyeusement. Je me suis souvenu que ma mère disait qu'il y avait du soleil après la pluie. En pensant à elle, je me suis sentie réchauffée à l'intérieur. Si elle était à ma place, ma mère essaierait probablement de rendre sa vie heureuse, quoi qu'il arrive. Serrant la photo contre ma poitrine, j'ai soudainement décidé « Je serai heureuse pour toi, maman ». Tout d'abord, je devais résoudre mes problèmes d'études et réussir tous les examens avec d'excellentes notes. Je commencerai par les mathématiques. J'ai passé toute la nuit à travailler sur mes manuels et j'ai répondu à toutes les questions en classe. Monsieur Hobbs n'a pas pu cacher sa surprise. Et lorsque je me suis approchée de lui après le cours et que je lui ai demandé avec un sourire d'expliquer le sujet, il est presque tombé de sa chaise. On aurait dit qu'il me voyait avec un sourire pour la première fois de sa vie. Monsieur Hobbs a accepté avec plaisir et m'a patiemment expliqué le sujet. Il a même proposé de m'aider à préparer les examens finaux. Je lui en suis très reconnaissant. Petit à petit, nous avons commencé à communiquer plus en plus. Souvent après l'école, on restait tard et on discutait de tout. Monsieur Hobbs était très gentil. Il plaisantait toujours et me remontait le moral. Le fait de le connaître ne faisait que confirmer ma décision d'être heureuse. Je ne pleurais plus la nuit grâce à Monsieur Hobbs. Une fois, il est même venu à ma défense, voyant que mes voisines me bousculaient. Il les a menacées que s'ils n'arrêtaient pas les brimades, ils travailleraient dans la salle à manger jusqu'à la fin de l'année. Puis j'ai demandé, « Monsieur Hobbs, pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ?» Ce à quoi le professeur s'est contenté de sourire et a soudain suggéré de l'appeler par son prénom, Dino. Et à ma question, il a répondu qu'il ne pouvait pas rester à l'écart parce que nos sœurs étaient similaires et qu'il avait aussi perdu ses parents. Son père et sa mère sont morts dans un incendie alors qu'il n'avait que 5 ans. Mon cœur s'est effondré. J'ai pris la main de Dino de façon impulsive et il a souri. On ne peut pas faire revenir le passé, on ne peut pas gaspiller sa vie à souffrir. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai décidé de m'ouvrir à quelqu'un et j'ai raconté l'accident à Dino. Pour la première fois sans larmes et non parce que j'avais des yeux cybernétiques. Je me suis libérée de la douleur et je n'étais plus triste. Mais pour une raison quelconque, Dino a sombré. Cette nuit-là, Dino m'a dit que j'allais avoir une surprise. Je brûlais d'impatience. Il m'a dit de fermer les yeux et m'a fait monter des escaliers. Je ne pouvais toujours pas deviner quel genre de surprise il m'avait préparé. Puis on s'est arrêté et Dino a dit « Ouvre les yeux ». Mon souffle s'est pris dans ma gorge. Nous nous trouvions sur le toit de l'immeuble et la ville nocturne était en pleine vue. Dino a pris ma main et m'a conduit à la table dressée. C'était le premier rendez-vous de ma vie. On n'a pas arrêté de parler de toute la nuit. Je ne pouvais plus cacher les papillons dans mon estomac. Est-ce que je suis tombée amoureuse ? Chaque jour, j'en étais de plus en plus convaincue et je ne pouvais plus cacher mes sentiments. Un jour, après l'école, je me suis préparée, j'ai dit à Dino « Tu me plais ». J'ai oublié comment respirer alors que j'attendais une réponse. Et s'il me rejetait ? Mais au lieu de cela, il m'a soudain serré dans ses bras, me murmurant que je lui plaisais aussi. Dino a dit qu'il était le plus heureux avec moi, puis il a hésité. Quelque chose a fait un bond dans ma poitrine. Il s'est éloigné. Si le principal découvrait notre relation, il serait renvoyé. Une boule s'est formée dans ma gorge. Nous devrions attendre que je sois majeure. En attendant, nous cacherions notre relation. Ce ne serait pas long maintenant. Mais j'essayais toujours d'être seule avec Dino. Et il pouvait secrètement me prendre dans ses bras quand personne ne regardait. Une fois, je me suis arrêtée au bureau de l'école pour voir Dino. Et quand il est arrivé, j'ai réalisé que je voulais enfin l'embrasser. Ici et maintenant. Dans la seconde suivante, j'ai pressé mes lèvres contre les siennes et il a répondu. Une tempête d'émotions m'ont envahi. Et puis, la porte a claqué. J'ai reculé, comme si j'étais brûlée, et j'ai regardé derrière moi. Le principal est entré dans le bureau. Il nous a jeté un regard sévère. « Que faites-vous deux ici ?» Mes joues brûlaient. S'il voyait le baiser, Dino était fini. Mais Dino a dit avec insouciance qu'il m'expliquait le sujet. Mon Dieu, si seulement il le croyait. Le directeur est resté silencieux pendant un long moment, puis il a ordonné de quitter le bureau et d'étudier dans un autre endroit. Il avait une réunion ici. Ouf. Le reste du mois au foyer, je brûlais d'impatience. Je voulais tellement sortir librement avec Dino et être enfin heureuse. Et maintenant, j'avais 18 ans. Selon la loi, je pouvais être complètement libre. Alors, dès le lendemain, j'ai emménagé avec Dino et enfin nous étions ensemble, sans nous cacher. J'étais heureuse. Le soir, nous regardions un film ensemble pour la première fois, quand Dino a soudain demandé à propos de ma mère. Je lui ai dit avec un sourire triste qu'elle était la meilleure. Elle faisait tout pour moi, jusqu'à ce que l'accident l'emporte. À ce moment-là, Dino s'est crispé, mais je n'y ai pas apprêté à l'intention.
Je souvent rêvé de l'accident après cette nuit-là. Je pouvais presque voir le visage du coupable lorsque je me réveillais en sueur froide, en hurlant de terreur. J'avais tellement peur de ne jamais me débarrasser de ces cauchemars. Parfois, quand je voyais les enfants avec leur mère, je me rappelais mon enfance avec une douleur au cœur. Et seul Dino pouvait me soutenir. Mais il était de plus en plus anxieux. Peu de sommeil et presque pas de nourriture. Je ne savais pas ce qui n'allait pas chez lui. Et je pensais que c'était moi, mais Dino disait toujours que j'étais la meilleure chose qui lui s'est arrivée. Un jour, j'ai reçu une notification concernant une inspection de routine de mes cyberzieux. À la clinique, un médecin gentil et attentionné m'a examiné et a déclaré que tout allait bien avec mes cyberprothèses. L'accident ne les avait pas affectées. Puis, il a ajouté joyeusement « Est-ce que tu maîtrises toutes les fonctions ?» J'ai regardé le docteur d'un air absent, puis il m'a expliqué que les yeux pouvaient faire beaucoup de choses. Par exemple, prendre des photos de tout ce que je voyais et les enregistrer dans le nuage IP. Je ne le savais pas. J'étais choquée. Les yeux enregistraient donc tout ce qui se passait à partir du moment de l'opération. Ça m'a frappée. L'accident était dans le nuage, ce qui signifiait que je pouvais trouver le vaurien qui m'avait enlevé ma mère. Confuse, je me suis empressée de remercier le médecin et de rentrer à la maison. Du seuil de la porte, j'ai appelé Dino pour lui dire que j'avais des nouvelles. Mais il m'a interrompu et m'a dit avec agitation qu'il avait aussi quelque chose d'important. Je me suis figée de surprise. Allait-il me demander en mariage ? Mais Dino était trop anxieux pour cela. Il se mordait la lèvre et tirait sur sa manche. Il m'a soudain demandé de m'asseoir et avec un soupir, a commencé l'histoire. Il m'a dit qu'il n'y a pas si longtemps, à peu près aux mêmes dates où mon accident s'est produit, il a vécu une situation similaire. Il était très fatigué et a perdu le contrôle, le faisant déraper un peu sur la voie en sens inverse. Il est brusquement revenu sur la voie de droite. Mais il avait peur et ne s'est pas arrêté, espérant que tout allait bien. Mon cœur a sauté un battement. Notre accident est-il arrivé à cause de Dino ? Il a touché ma main et a dit qu'il n'était pas sûr, mais qu'il y avait une chance que l'accident a été causé par lui. Il a couvert son visage de ses mains et a dit que ces derniers temps, il était constamment tourmenté par des doutes. Il faisait des cauchemars et à ma vue, il commençait à devenir de plus en plus fou. Et maintenant, il a trouvé la force et a décidé de se confesser. Quelque chose s'est brisé à l'intérieur. Si Dino était le coupable, comment pourrais-je vivre avec ça ? Mais c'était possible que ce n'était pas lui. Juste que sa situation était similaire à la nôtre. J'ai respiré et je me suis souvenu de l'enregistrement de mes yeux. Je pouvais découvrir la vérité. Dino m'a demandé tout doucement ce que je voulais lui dire. Mais j'ai dit que le médecin avait vérifié les yeux et que tout allait bien. Puis, je suis montée dans ma chambre et j'ai allumé mon ordinateur portable, trouvant rapidement l'enregistrement du jour de l'accident. C'était là. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai mis le curseur dessus et j'ai cliqué sur « Supprimer la vidéo ». Dino n'était pas un meurtrier, mais un homme gentil et sincère que j'aimais. Et je ne voulais pas ruiner notre bonheur. Quelques semaines plus tard, je me tenais devant Dino dans une robe de mariée. J'avais fait mon choix, et je n'en doutais pas. Le passé ne pouvait pas être ramené. Mon présent était Dino. Il était mon bonheur tant attendu. Vous avez aimé la vidéo ? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci. Le train quitte la première plateforme. Dépêche! Nous devons... Maman est là! Nous devons la rejoindre! Merde, merde, merde! Maman! Allez, juste un peu plus! Nous pouvons... Arrête! Nous l'avons manqué! Ça ne se peut pas! Maman! C'est ta faute! Et maintenant... Maintenant, je dois rester avec toi? Pourquoi est-ce que je le détestais? Parce qu'il m'avait enlevé ma mère. Avant que mon père ne tombe malade, nous nous faisions confiance. Mais tout à coup, j'ai ressenti que ma mère se distançait. La mort de mon père m'a détruit, moi et ma mère. Elle n'en discutait jamais et elle m'évitait. Ma mère se sauvait quelque part après le travail, disant qu'elle sortait avec ses amis pour se distraire. Mais quelque chose ne tournait pas rond. Pourquoi est-ce qu'elle se pomponnait pour ses amis de filles? Elle se connaissait depuis des années. La réponse est devenue mon pire cauchemar. Un soir, ma mère a emmené à la maison un sans-abri. En plus, elle a dit qu'il était son nouveau mari. J'ai presque tombé de ma chaise. Évidemment, ma mère a essayé tant bien que mal de le faire avoir l'air plus décent. Mais cela n'a pas vraiment aidé son cas. Elle nous a assis à la table et en rougissant, elle nous a avoué qu'elle fréquentait les bars après le travail pour calmer son deuil. Elle était sortie tard un soir, son téléphone n'avait plus de batterie et elle s'était égarée.
Des gars l'importunaient. Et alors, Ray est apparu. Il leur a fait peur, et puis il a appelé un taxi pour maman. Après cet incident, ils sont devenus très proches. Très proches? Mais qu'est-ce qu'ils pensaient? Même pas 6 mois après la mort de papa? Comment pouvait-elle être tombée amoureuse d'un homme sans abri? J'ai crié que ce foutu sans-abri ne remplacerait jamais mon père. Et je suis courue dehors en pyjama. Je suis allée retrouver mon amie Kate, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas me laisser rentrer. Ils avaient des invités et il n'y avait pas de place pour moi. Ah, quel bon ami! Il était proche de commencer à pleuvoir et j'avais froid jusqu'aux os et je me traînais dans la rue, mes larmes mêlées avec les gouttes de pluie. Alors, je suis arrivée à la station de train. Je suis rentrée à l'intérieur. Il ventait beaucoup et plusieurs personnes ont commencé à me regarder de travers. Lorsque minuit est arrivé, j'ai commencé à me sentir très inconfortable et juste la simple idée d'un bon chocolat chaud me rendait dingue. Je suis rentrée à la maison, mais je leur ai assuré que ce n'était pas pour longtemps. Ma mère prétendait que rien ne s'était passé. Et le sans-abri, je ne veux même pas l'appeler par son nom, m'achalait. Il a fait un déjeuner piteux le lendemain matin et il a essayé de discuter de l'école avec moi. Et ensuite, il m'a donné un sac dégoûtant, disant que c'était une robe de bon goût. Pfiou! Je lui ai dit que ce n'était pas trop mon style et qu'il devait arrêter de voler de l'argent de ma mère pour acheter des cochonneries. Et puis ma mère a perdu la tête et a dit qu'elle en avait eu assez, que nous allions tous aller en vacances près de l'océan. Elle avait déjà acheté les billets. Brillant! C'est exactement ce dont nous avions tous besoin. J'ai pensé à m'enfuir, mais j'étais inquiète pour ma mère. Je ne voulais pas la blesser. Elle n'avait pas l'air trop bien. Nous sommes tout de même partis en vacances et j'ai décidé d'ignorer le sans-abri pour ne pas causer un scandale. Et puis ma mère a commencé à parler de toutes sortes de merveilleux endroits que nous pouvions visiter. J'ai immédiatement répondu que je n'étais pas intéressée à tout ça et que je voulais simplement aller lire sur la plage. Le sans-abri est intervenu et a commencé à se chamailler avec moi en suggérant que je devrais les accompagner pour rendre ma mère heureuse. Pourquoi me mettrait-il cette responsabilité sur le dos ? Finalement, nous avons commencé à nous disputer. Maman est intervenue et nous a séparés, quand tout à coup, elle s'effondra sur le sol, en tenant son cœur, et elle était pâle comme un drap. Non! Le train est arrêté et le sans-abri a couru pour trouver une pharmacie. Mais ma mère a repris conscience, même si elle était très faible. Elle m'a dit que le sans-abri avait oublié l'argent. Elle m'a mis de l'argent dans la main et je suis partie à la course pour le retrouver. Nous avons acheté des médicaments, mais le train... Eh bien, vous le savez déjà. Tous nos effets personnels y étaient. Avec ma pauvre mère, même mon téléphone. Cet idiot, qui n'était pas surprenant, n'en avait pas un. C'était encore entièrement de sa faute. Ne pouvait-il pas avoir pris le porte-monnaie dès le début? Qu'arriverait-il à maman maintenant? Le chef de gare nous a dit que la gare allait fermer et que nous devions quitter en ajoutant « Vous pourrez demander toutes vos questions demain ». Je n'ai même pas eu le temps de faire un coup de fil. Alors j'ai dû trouver un téléphone sur la route. Il n'y avait pas un chat sur la route. Nous avons essayé d'arrêter une voiture pendant plus d'1 heure, mais personne ne voulait s'arrêter. Évidemment, moi non plus je ne ferais pas confiance à un type du genre non plus. Le sans-abri a dit que c'était parce qu'il se faisait tard et que la station était isolée de tout. Oh, non, vraiment? Mais nous avons tout de même été assez chanceux pour trouver une cabine téléphonique. Mon beau-père a gratté ses poches pour trouver toute la monnaie qu'il avait et j'ai appelé ma mère. Elle n'était pas disponible, ce qui a simplement empiré ma panique. Il s'avérait que nous ne pouvions rien faire jusqu'au matin et nous devions maintenant trouver un logement pour la nuit. Trempée jusqu'aux os, je rêvais d'un petit casse-croûte. Finalement, nous avons trouvé un motel. Alléluia! Mon beau-père a demandé à un préposé d'avoir quelque chose à manger et un logement en échange de son labeur. Mais il a refusé, disant que le propriétaire surveille les invités de très près. Connerie! Il m'a demandé d'attendre à l'intérieur, et puis il est allé voir le mendiant à l'entrée pour lui demander où était l'abri le plus près. Mon Dieu! Je voulais savoir que ma mère était saine et sauve. Peut-être qu'elle était étendue dans la cabine, sans connaissance. Le préposé était plus sympa avec moi. Il avait simplement agi de la sorte à cause du sans-abri. Nous avons fait un compromis. Et je lui ai même dit que je n'avais rien à faire avec le sans-abri et que nous voyagions simplement ensemble. Et puis, le préposé a laissé entendre que je pourrais rester la nuit si j'étais gentille avec lui. Ah! Quelqu'un se pensait plus attrayant qu'il ne l'était. J'essayais de penser à une façon de le truquer, mais mon beau-père est entré en trombe, furieux. Il frappa le préposé au visage et nous sommes partis, sans nourriture, sans abri. Merci beaucoup. Le sans-abri a dit que nous pouvions passer la nuit dans un bureau de poste abandonné. C'était clair que le mendiant qu'il avait croisé était familier avec cet endroit. De vraies ruines avec un plafond qui était en décomposition. Il n'y avait presque pas de place pour y dormir. Mais je n'aurais pas pu fermer l'œil de toute façon.
en pensant à ma pauvre mère malade. Plutôt qu'un dîner normal, il m'a offert des poubelles venant de l'arrière du motel. Elles avaient quand même l'air mangeables, mais ce foutu perdant ne pouvait même pas faire un feu pour faire cuire notre nourriture. J'étais tellement en colère. S'il n'était pas intervenu dans la conversation entre moi et le préposé, j'aurais sûrement été capable d'obtenir une chambre. Tout à coup, des voyous sont arrivés vers nous. Et ils n'étaient définitivement pas là pour nous sauver. Il s'avérait que le mendiant était un type qui travaillait pour l'hôtel et il avait averti le préposé. Ça ne sentait pas bon. Mais mon beau-père a réussi à lancer les boîtes sur eux à la dernière minute et nous nous sommes enfuis. Le matin venu, nous étions retournés à la station. Quoi d'autre pouvions-nous faire? Mon père m'a dit que nous étions derrière le train. Sans documents, nous ne pouvions pas nous procurer de billets, mais ils nous ont laissé téléphoner. Avec des mains tremblantes, j'ai poinçonné le numéro de ma mère à nouveau. Quelqu'un d'inconnu répondit en me disant qu'elle était à l'hôpital, à environ 100 milles d'où nous étions. Après cela, la connexion fut interrompue. Apparemment, son téléphone était mort. Oh mon Dieu, maman! Nous devions trouver une voiture tout de suite. Nous avons couru tout au long de l'autoroute. C'était une matinée très occupée sur la route et mon beau-père a été en mesure de faire arrêter un camion. Heureusement, le camionneur nous offra de nous amener à la ville. Mais c'était trop tôt pour respirer quoi que ce soit. Je pouvais sentir l'odeur de l'alcool dans le camion. Nous avons passé un homme sans abri et le camionneur a commencé à se plaindre que ces gens n'avaient pas de vie et qu'ils n'étaient que des rats qui prenaient avantage des travailleurs comme lui. Dieu merci, mon beau-père était silencieux. Mais après avoir entendu la phrase « bon à rien », il a abruptement dit qu'il n'était pas nécessaire de généraliser. Évidemment, le camionneur s'est fâché immédiatement et ils ont commencé à se disputer. Je l'ai prié de bien vouloir garder ses yeux sur la route, mais il était trop tard. Nous nous en sommes sortis avec quelques égratignures, mais le camionneur s'était heurté la tête et gisait là sans connaissance. Comment allions-nous retrouver maman maintenant? Je suis devenue complètement hystérique. J'ai commencé à engueuler le sans-abri en lui disant qu'il avait tout gâché et que nous allions être accusés d'avoir causé cet accident. J'ai essayé d'ouvrir la porte pour sortir, mais cet idiot ne me laissait pas sortir. Il disait qu'il était responsable de ma mère pour moi. Mais qu'est-ce qu'il était de toute façon? C'est à cause de lui que ma mère risquait la mort. Rien de tout cela ne serait arrivé si mon père était encore ici. Il était si gentil et sensible. Et le sans-abri n'était qu'un homme pathétique qui essayait de prendre sa place. Il y eut un silence, un long silence, et j'ai réalisé que j'étais allée trop loin. Ray a téléphoné les services d'urgence et la police en utilisant le téléphone du camionneur et lui a fait la réanimation cardiaque. Tout cela s'est passé en quelques minutes. J'étais sous le choc. Où avait-il appris cela? Beau-père m'a avoué qu'il était un policier il y a 1 an et qu'il avait dû aider ses coéquipiers parfois. Waouh! Nous sommes sortis de la voiture et nous avons attendu les secours. Ray nous a fait un feu et nous avons essayé d'appeler maman encore une fois, sans succès. Lorsque nous nous étions réchauffés, il nous a avoué qu'il s'était fait renvoyer pour abus d'autorité. Il avait battu un garçon qui avait intimidé une petite fille et il ne pouvait plus se trouver d'emploi nulle part. J'avais honte de l'avoir jugé autant et de façon si superficielle. Ray m'avait protégé tout ce temps et maintenant, il aidait un homme qu'il avait toutes les raisons de détester. Finalement, ma mère avait eu raison de le choisir. Les secours sont arrivés et ont emmené le camionneur à l'hôpital. Et nous nous sommes fait asseoir dans une voiture de police. J'étais nerveuse pour Ray. Je ne voulais pas qu'il ait des ennuis, mais les policiers l'ont apporté à la station. Le policier s'avérait être gentil, et Ray, étant un ancien policier lui-même, lui demanda de nous laisser à la clinique médicale. Nous ne sentions plus nos jambes. Mais nous avons couru à la station. Nous nous sommes fait dire que ma mère n'était pas ici. Mais comment? Une infirmière qui a entendu notre conversation nous a donné le bracelet d'hôpital de ma mère et elle a couru vers le département de chirurgie. Cela voulait dire que ma mère était morte. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus me tenir debout. Et je tombais contre le mur en tenant le bracelet très fort. Ray se tenait près de moi, sans me toucher. Mais après quelques minutes, il n'en pouvait plus. Il m'a pris dans ses bras et m'a promis que peu importe ce qui se passerait, il s'occuperait de moi, que j'étais comme sa fille maintenant. Et puis ma mère est apparue dans le couloir. J'étais abasourdie pour quelques instants, et puis après je me suis jetée dans ses bras. Ray nous a enlacés toutes les deux, et ma mère nous a dit qu'elle venait tout juste d'être libérée de l'hôpital, et qu'elle avait oublié son bracelet. Elle se sentait très bien, et son cœur allait bien. Ce n'avait été que le stress et la fatigue. J'étais heureuse de la voir en santé. Et pour la première fois, j'ai réalisé combien Ray l'aimait. Ma mère était très impressionnée que nous étions devenus amis pendant notre aventure. Je n'avais même pas remarqué que j'avais commencé à l'appeler Ray par son nom. Ma mère a dit que nous devrions encore aller en vacances ensemble. Mais à ce moment, Ray nous a surprises. Il a dit qu'on lui avait offert un poste à la station de police. Un des policiers lui a dit qu'il avait besoin de plus de types comme lui. Eh bien,
Finalement, tout s'est bien terminé pour lui. Nous étions d'accord de nous rencontrer lorsqu'il se ferait transférer de district par la station de police. J'étais un peu triste, mais j'étais heureuse que Ray avait finalement trouvé sa place à nouveau. Après tout, la vie n'est qu'une grande aventure.